nostalgique. Troisième élément, c'est l'association, l'apparition de nouveaux symptômes, à savoir les nausées et les troubles visuels. Donc l'association de céphalée, troubles visuels, troubles digestifs, ça fait évoquer quoi? Ce sont les éléments caractéristiques du syndrome d'hypertension intracrânienne. L'HTIC elle-même, c'est une pression intracrânienne supérieure à 15 mm de mercure. Oui, l'HTIC. Mais le syndrome d'hypertension intracrânienne, c'est l'association de plusieurs symptômes, à savoir céphalée, troubles visuels, troubles digestifs. Qu'est-ce qu'il y a comme apparition de nouveaux éléments au cours de l'évolution? Donc, c'est l'installation d'un déficit neurologique du membre inférieur, d'une asymétrie faciale droite, donc elle est homolatérale. Donc, si le déficit est du côté gauche, c'est que l'atteinte est de quel côté? Et la paralysie faciale, elle est de centrale ou la périphérique ici? Par atteinte centrale ou par atteinte périphérique? Par atteinte centrale, c'est la raison pour laquelle elle prédomine sur la moitié supérieure de la face, c'est-à-dire la moitié inférieure de la face, c'est-à-dire le pli naso-osgémien. Donc la lésion dans ce cas, elle est de quel côté? Si la paralysie faciale est droite, centrale droite, et le déficit moteur est du côté gauche, la lésion est de quel côté? Donc, la lésion est du côté droit. Donc, déjà, on a un élément d'orientation topographique. Donc, le déficit neurologique constitue un élément d'orientation quoi? De quel type? Hein? Est-ce que les céphalées ont une valeur d'orientation? Est-ce que ces céphalées-là t'orientent vers une localisation particulière d'atteinte? Non, elles n'ont pas de valeur localisatrice. D'accord? Comme la diplopie, la paralysie du 6 dans l'HTIC, n'a pas de valeur localisatrice. On ne va pas dire qu'il a une atteinte du tronc cérébral. Donc, il n'a pas de valeur localisatrice. Ici, le déficit moteur, est-ce qu'il a une valeur localisatrice? Donc, il a une valeur localisatrice. Autre symptôme qui caractérise cette observation. Avec un il rentre dans quel cadre? Ben, autre élément de cette observation qui peut avoir une valeur localisatrice. Quelle est la plainte la plus ancienne? Troubles de la mémoire et de la concentration. Ils appartiennent à quelle fonction? Les fonctions supérieures. Les fonctions supérieures, où est-ce qu'elles siègent? Donc, c'est le lobe frontal. Donc, on a un déficit moteur et une paralysie faciale centrale du côté droit et on a un syndrome frontal. Donc, quel est le siège probable de cette lésion? C'est le lobe frontal. Et exactement où? Il y a le lobe frontal droit. Le lobe frontal droit comporte combien de circonvolutions? Il comporte 5 circonvolutions. Pour qu'il y ait un déficit moteur, il faudra que ce soit l'atteinte de quelle circonvolution frontale? صحيح la frontale ascendante هي الوحيدة تعطي déficit moteur لأنها en avant de l'aire motrice. La première circonvolution pariétale. Donc, l'aire frontale ascendante, c'est l'aire prémotrice هي الوحيدة qui توقع الكompression بتاعها تعطينا un déficit neurologique.
Donc, à partir rien que de ces fonctionnels, on a dit qu'à partir de cette observation, il existe des céphalées au début localisées, partiellement améliorées par des ontalgiques qui sont devenus holocraniennes, associées à des troubles visuels et des troubles digestifs. Cela fait quel syndrome? Syndrome d'hypertension intracrânienne. Donc, l'atteinte des fonctions supérieures, ça fait quoi? Un syndrome frontal. Le déficit moteur, ça a une valeur localisatrice qui va encore préciser le siège exact de l'atteinte. Donc, en définitive, selon cette observation, pourquoi le médecin généraliste a suspecté une sinusite frontale? Donc, les sinusites frontales, ça donne des céphalées bifrontales pulsatives. Quand on fait une pression juste sur l'arcade orbitaire, ça donne des douleurs très intenses. Donc, il a suspecté une sinusite, pour cela il a traité. Mais devant la non-amélioration, à un moment, il faut rectifier son diagnostic et dire que il faut se rattraper. D'accord? Donc, on avance. Donc, analyser les caractéristiques sémiologiques des céphalées, on l'a fait. Analyser les caractéristiques sémiologiques des troubles alimentaires, on a dit que c'est dans le cadre des signes d'hypertension intracrânienne. À partir de l'interrogatoire, est-ce qu'on a fait un regroupement syndromique? On a dit que ce patient présente un syndrome frontal, un syndrome d'hypertension intracrânienne et un déficit moteur. Donc, et on a évoqué que cette lésion serait de siège frontal droit. L'association de l'ensemble des symptômes nous fait évoquer un siège frontal droit. Donc, maintenant, les plaintes, on a analysé les plaintes sans examiner véritablement le patient. On a assemblé, parce que le patient, quand il vient consulter aux urgences ou dans votre cabinet, il va te donner des plaintes. Et vous, à partir de ces plaintes, vous avez, dès les premières plaintes, vous allez évoquer un diagnostic. Voilà, 2-3 diagnostics. Et ensuite, l'examen neurologique va essayer de confirmer un diagnostic et d'en infirmer un autre. Donc, c'est ça l'objectif de l'examen clinique. Donc, à l'examen, le patient est conscient, il présente une bradypsychie, une amnésie des faits récents, une hémiparésie gauche après dominance crurale avec participation faciale et le fond d'œil met en évidence un œdème papillaire bilatéral. Donc, ici, l'examen neurologique a confirmé le syndrome frontal par la bradypsychie, c'est-à-dire une lenteur idéatoire. Tu lui poses la question, il réfléchit longtemps, 5-6 minutes pour te répondre. Donc, vous allez voir que c'est quelqu'un de très ralenti. D'accord? Comme la personne dépressive, il répond très, très lentement. Et amnésie des faits récents, c'est-à-dire quand tu lui poses la question 2 fois, la même question, au lieu que répondre rapidement, il va avoir encore cette lenteur. Donc, le fond d'œil met en évidence un œdème papillaire qui va confirmer le syndrome d'hypertension intracrânienne. Donc, devant l'ensemble de ces symptômes, quelle serait votre conduite à tenir? Qu'est-ce que vous allez faire à cette étape? On a en définitive suspecté un processus expansif frontal droit. Quelle est la conduite à tenir à ce moment-là? Comment vous allez confirmer votre suspicion diagnostique? شكون يطلب scanner cérébral? D'accord. Est-ce qu'il y a un autre examen complémentaire à faire? شكون يطلب l'IRM cérébral? Est-ce que si on va décider de l'opérer, ce patient, est-ce qu'on va l'opérer sur un scanner ou sur une IRM? Donc, le fait que vous faites un scanner
et vous confirmez une tumeur. Et pour le bilan d'opérabilité, vous allez demander une IRM. Pourquoi ce gaspillage d'argent? Non? D'accord. Donc, la logique de faire, c'est de réaliser directement une IRM. Pourquoi? On a une forte présomption de notre diagnostic. Et qu'est-ce qui permet de faire une IRM? L'IRM ne se fait pas en urgence. D'accord? Voilà, supposez que vous travaillez à Sidi Bouzid, à Gasserine, il n'y a pas d'IRM, par exemple, pour le moment. Bientôt, Gasserine va être fonctionnel bientôt. Supposons que vous êtes dans un endroit où vous ne disposez pas d'une IRM. Qu'est-ce qui nous indique ou elle explique la demande d'une IRM ici dans cette observation? Ça, donc l'évolution très lente sur 2 années et l'examen neurologique trouve un patient parfaitement conscient. Donc on n'est pas dans la situation d'urgence. On aurait dû demander un scanner si on était avec des troubles de la conscience qui peuvent justifier un geste chirurgical urgent, une hydrocéphalie, il faut la drainer, un engagement, il faut décomprimer. D'accord? Là, on n'est pas dans une situation d'urgence. Donc, on peut se permettre de demander une IRM. Elle va confirmer le diagnostic, mais également établir la stratégie thérapeutique. Elle va avoir 2 rôles. Et on aura épargné au patient une exposition au rayon X et un gaspillage d'argent. D'accord? Après? Pourquoi après 2 mois? On peut faire l'IRM le jour même. Quand tu as suspecté, j'ai qu'à l'hôpital, je l'hospitalise, je lui demande une IRM à titre malade hospitalisé. Il l'a fait dans les jours qui suivent à l'hôpital. Quand on a une prise en charge sociale, on lui fait la prise en charge, il l'a fait dans les jours qui suivent. D'accord? Donc, il y a toujours une solution si on suspecte fortement. Maintenant, ce patient, il s'est présenté aux urgences et donc il a bénéficié de cet examen complémentaire, comme d'habitude. Donc, vous voyez, il a bénéficié de quoi? D'une TDM cérébrale en coupe axiale, avec des séquences sans injection de produits de contraste et des séquences avec injection de produits de contraste. Qu'est-ce qu'on constate? Donc, on constate un processus expansif, un processus expansif isodense au parenchyme cérébral, la densité spontanée et isodense au parenchyme cérébral, entouré d'un œdème périlésionnel qui exerce un effet de masse sur les ventricules. Et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il est adossé à la ligne médiane. شنو هي ligne médiane هذه؟ شنو هي structure qui sépare l'encéphale en deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche. نعم؟ لا. On a 2 hémisphères qui sont réunis par le corps calleux qui assure la jonction entre les 2 hémisphères. Mais anatomiquement, les 2 hémisphères sont séparés par une structure anatomique. Par quoi? Par la faute du cerveau. Chenille, la faute du cerveau. C'est la dure mère. C'est un repli de la dure mère. Donc, qu'est-ce qui passe ici à la partie médiane la plus haute dans la dure mère ici? Qu'est-ce qu'on trouve? Anatomiquement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le sinus sagittal supérieur.
le sinus situé dans un dédoublement de la dure mère. Après injection de produit de contraste, ce processus expansif, comment il réagit? Il prend le produit de contraste de façon intense. Vous voyez? Donc, cette lésion est adossée à la dure mère, à la faux du cerveau. Vous voyez ici, à la faux du cerveau. Et elle est de quel siège? Quel est le siège de cette lésion? هنا شوفوا الكوب هذه، شوفوا الكوب هذه ولا الكوب هذا. D'accord? Comment, le côté sain من هنا, comment on distingue le lobe frontal du lobe pariétal? Le coupe scanographique. Là, cortex. Ici, cortex. Il n'y a pas de ventricule. Les ventricules sont plus bas situés. Nous sommes à la hauteur du cortex. Comment on sait que cette lésion est frontale ou la pariétale? C'est la circonvolution, l'oméga. Oméga. Elle dessine un oméga. Cette lésion, elle est en avant de l'oméga ou en arrière? هذه l'oméga متاعنا هي en avant. هاي l'oméga de l'autre côté refoulée. Donc, si elle est en avant de l'oméga, c'est qu'elle est strictement frontale. Donc, elle est frontale de quel côté? Est-ce qu'on a confirmé notre présomption diagnostique clinique? Donc, l'imagerie ici, elle est venue pour confirmer notre présomption clinique. Maintenant, quelle est la nature de cette lésion? Une lésion qui adhère à la dure mère, qui est bien limitée, qui prend le produit de contraste de façon intense et homogène. Quelle est la nature de cette lésion? Oui, diagnostic histologique. Si elle est adossée à la dure mère, donc elle prend naissance de quoi? De la dure mère. Et quelle est la tumeur qui prend naissance de la dure mère? C'est le méningiome, c'est une tumeur bénigne. Est-ce qu'on aurait pu évoquer ce diagnostic étiologique, suspecter ce diagnostic étiologique à l'interrogatoire? Allez, non. Mais si on a durée d'évolution 2 années, donc la lenteur évolutive évoque quoi? La nature bénigne de la lésion. Donc, dès l'interrogatoire, on a dit que c'est lentement évolutif, 2 années, et on a évoqué le siège frontal, on pouvait évoquer déjà, dès l'interrogatoire, qu'il s'agit d'une tumeur bénigne lentement évolutive du siège frontal droit. Et le scanner ne pourra que venir confirmer notre diagnostic. D'accord? Ici, le syndrome d'Ashti ici, il est dû à quoi? نعم لا قلنا qu'est-ce que c'est le syndrome d'hypertension intracrânienne? L'hypertension intracrânienne, qu'est-ce que c'est? C'est l'élévation de la pression au-dessus de 15. Quels sont les mécanismes? Il y en a 3. Augmentation du volume du parenchyme cérébral, augmentation du volume sanguin et augmentation du volume du LCR. Ici, un processus expansif, c'est l'augmentation du parenchyme cérébral. Donc, cette lésion entraîne un syndrome d'hypertension intracrânienne par quel effet? Donc, c'est une myoformation, une structure de plus. Donc, c'est l'augmentation du volume du parenchyme cérébral. Donc, elle exerce un syndrome d'hypertension intracrânienne par son volume, mais également par quel élément? Là, elle comprime les ventricules, mais il n'y a pas d'obstruction. Quand j'ai obstruction, on a hydrocéphalie.
c'est l'œdème périlésionnel. L'œdème en doigt de gant, comme vous voyez, l'œdème péritumoral en doigt de gant. Donc, vous voyez, donc cette lésion entraîne un syndrome d'hypertension intracrânienne par le volume tumoral, mais également par l'œdème périlésionnel. Donc, le patient a été hospitalisé en service de neurochirurgie, mis sous corticoïdes, un traitement anticomicial et un pansement gastrique. L'évolution a été marquée par la régression des céphalées et du déficit moteur. Donc, pourquoi ici les céphalées ont régressé et le déficit neurologique a diminué? Ça est tout. Donc, les céphalées tumorales ne sont pas améliorées par les antalgiques, mais uniquement par les corticoïdes. Ils vont agir sur quoi, les corticoïdes? Sur la composante œdémateuse. Donc, là, un traitement anticomicial pour prévenir l'épilepsie. Mais les corticoïdes, ce sont elles qui vont améliorer les signes d'hypertension intracrânienne par leur effet sur l'œdème périlésionnel. Qu'est-ce que vous allez, par quoi vous allez compléter maintenant? Ça est par une IRM, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'opérabilité, c'est par l'IRM cérébrale. Donc ici, comme vous voyez, l'IRM, elle permet une étude multimodale de l'encéphale et dans différents plans, et elle va permettre de caractériser, surtout pour l'opérabilité, on va voir est-ce que le sinus est atteint par la tumeur ou non. D'accord? Et le caractère extra-axial. Donc, elle définit mieux, on peut maintenant vous arriver à dire que c'est une lésion extra-axiale puisqu'elle refoule le cortex de parenchyme. Elle va prendre naissance de la dure mère et elle va refouler le parenchyme en dehors. Donc, c'est une lésion extra-axiale et non pas une lésion intra-axiale comme vous l'avez suspecté tout à l'heure et qui prend naissance de la dure mère de la peau du cerveau. D'accord? C'est compris? Donc, on avance. La deuxième observation, maintenant, c'est une patiente âgée de 63 ans, sans antécédents pathologiques connus, amenée à consulter pour des céphalées holocrâniennes évoluant depuis un mois, associées à des troubles affectifs, à type d'indifférence affective, d'apathie, des troubles de la mémoire, avec amnésie des faits récents. À l'examen, la patiente est consciente, présente une apathie, une abasie, une bradypsychie, une paralysie faciale centrale et un syndrome pyramidal droit sans déficit neurologique. Donc, quelles sont les plaintes fonctionnelles chez cette patiente? Céphalée, oui. Oui. Donc, atteinte des fonctions supérieures qui évoque quel siège? Ça est le lobe frontal. À l'examen maintenant, abasie, c'est-à-dire la lenteur du mouvement. Apathie, elle est apathique, c'est-à-dire elle se laisse, elle est lâche. Bradyspsychie, c'est la lenteur idéatoire. Pour répondre, il faut attendre. Donc, tous ces éléments évoquent droit. D'accord? Donc, ici, dans cette observation, quelle est la caractéristique par rapport à la précédente? Quelle est la différence? Donc, l'évolution est rapide. L'autre, c'était très lent. Maintenant, c'est rapide. Et donc, qu'est-ce qu'on va évoquer? Est-ce qu'on peut avoir... Donc, ça évoque plutôt une lésion maligne. Donc, on va évoquer une lésion du siège frontal responsable d'un syndrome d'hypertension intracrânienne, d'un syndrome frontal, d'un déficit moteur et de nature plutôt maligne. Donc, on a analysé, établir un diagnostic topographique, prédire la nature de l'affection, on l'a fait. Donc, cette patiente a eu un scanner cérébral qui montre, donc, qu'est-ce qu'il montre? Donc, il montre une lésion intra-axiale, frontale
droite, hétérogène puisqu'on trouve des zones hypodenses et des zones hyperdenses et des zones isodenses, avec un important œdème périlésionnel. L'ensemble est responsable d'un effet de masse sur les structures médianes. La lésion est du siège de quel siège ici? C'est strictement frontal. Temporal, lobe temporal est plus bas. Lobe temporal. Et la vallée sylvienne qui sépare la vallée sylvienne qui sépare le lobe frontal du lobe temporal. Donc la vallée sylvienne ici, la lésion n'est au-dessus de la vallée sylvienne. Donc c'est une lésion strictement frontale. Donc c'est une lésion, on a dit, mal limitée, hétérogène, avec beaucoup d'œdème périlésionnel. Qu'est-ce qu'on évoque? C'est une tumeur maligne. Donc la patiente a été hospitalisée, elle a été mise sous corticothérapie antifométiale, un pansement gastrique, donc amélioration de l'état clinique. L'IRM cérébral a été réalisé qui montre donc cette lésion qui prend le contraste de façon très hétérogène avec des zones hypodenses au centre, une prise de contraste périphérique. Vous voyez l'hypodensité centrale, la prise de contraste périphérique, une portion charnue ici frontale. Vous voyez le lobe temporal en bas. Ici, le lobe frontal, c'est clair. Ici, bien évident que c'est le lobe frontal. C'est l'intérêt de l'IRM de donner une étude dans les trois plans de l'espace. Vous pouvez bien définir votre lésion. Donc, l'ensemble de ces caractéristiques, une prise de contraste très hétérogène avec des zones hypodenses, elle évoque quoi? J'ai comme nom, ça y est. J'ai fait rapidement, j'ai été rapide. Donc, les caractéristiques radiologiques avant, elle évoque quoi? Une tumeur maligne. L'hypodensité centrale, ça évoque quoi? À l'est, c'est hypodense au centre. Quand je dis hypervascularisation, il m'a produit de contraste bloqué. Nam? Les tumeurs malignes, comment ils évoluent? Sur le plan anatomique, la caractéristique des tumeurs malignes. La nécrose centrotumorale. علاش يعمل nécrose centrotumorale? علاش au centre la tumeur se nécrose? Pourquoi معاش? C'est à cause parce que les lésions tumorales ont une prolifération endothéliale. Les cellules endothéliales également, elles prolifèrent et elles vont thromboser les artères. Donc ça se constitue une ischémie centrotumorale. هذا قريتوه في l'anapath, l'histologie normalement. ما قريتوش les caractéristiques des tumeurs malignes, c'est la thrombose vasculaire. C'est pas une thrombose par un caillou, mais par une prolifération des cellules endothéliales. Donc c'est l'un des éléments caractéristiques des tumeurs malignes. La patiente s'est améliorée ici sous corticoïdes. Pourquoi? Maintenant, on est chez une femme de 63 ans qui présente une tumeur frontale très fortement maligne. Quels sont les diagnostics à évoquer? Le gliome, c'est un ensemble très large de lésions qui touchent les cellules gliales. Et donc, ça peut être de la tumeur la plus bénigne, l'astrocytome pilocytique, c'est un grade 1 de l'OMS. Au grade 2, le gliome diffus, grade 3, gliome anaplasique, le grade 4, c'est le glioblastome. Donc, ici, les caractéristiques radiologiques, c'est plutôt de quel type? Un glioblastome. Autre diagnostic. Là, ton urinome, tumeur maligne, un urinome, il prend naissance d'un nerf. Non. حاجة plus simple.
faut chercher la simplicité. Il faut pas. Ça peut pas être une métastase cérébrale chez une femme, par exemple. Un nœud du sein, ça donne une métastase cérébrale. Ça peut pas être une métastase. Les métastases sont des lésions bénignes ou la maligne. Et donc ça rentre dans le cadre. Elle a une tumeur maligne qui évolue rapidement, qui a le même aspect, une lésion annulaire, arrondie, qui prend le produit de contraste à la périphérie. Donc on a deux diagnostics essentiels devant cette observation. C'est le glioblastome, qui est une tumeur maligne, et les métastases. Le syndrome d'HTIC, ici, il est dû à quoi? Au volume tumoral et à l'œdème périvisionné. D'accord? Quelle est la stratégie thérapeutique devant cette conduite à faire, la conduite thérapeutique? C'est la chirurgie d'exérèse de cette lésion. Donc, en définitive, on vient de finir. On a vu deux cas, une tumeur bénigne, une tumeur maligne. Les signes cliniques de tout processus expansif intracrânien sont de trois types. D'accord? Le syndrome d'HTIC, les signes déficitaires et la commissualité. Les signes déficitaires ont une valeur localisatrice, comme on l'a vu, un syndrome frontal, un déficit moteur, un syndrome cérébelleux, statique, cinétique, il a une valeur localisatrice. L'épilepsie, au début, quand elle est localisée, elle a une valeur localisatrice. Mais quand elle devient généralisée, elle n'a plus de valeur localisatrice. Maintenant, l'autre rebond, le syndrome d'HTIC. On a deux types. Un, le syndrome d'HTIC lentement évolutif, on va évoquer une tumeur de nature bénigne, et le syndrome d'HTIC rapidement évolutif, on va évoquer une tumeur maligne, mais on peut avoir un syndrome d'HTIC brutal. وقتاش؟ نحكوا في tumeur, pathologie tumorale. صحيح. Donc des compensations brutales à l'occasion d'une tumeur maligne, il va saigner. Donc il se décompense brutalement. Donc c'est un syndrome d'HTIC d'installation brutale. Autre éventualité, وقتاش يكون syndrome d'HTIC brutal, deux éventualités. Soit une hémorragie intratumorale, soit autre cause. Deuxième, hydrocéphalie aiguë. Une lésion qui va bloquer brutalement les voies d'écoulement du LCA, telles que les tumeurs du troisième ventricule se révèlent. Le mode de révélation des tumeurs intraventriculaires, dans 20% des cas, c'est la mort subite. كان إنسان يحوس يمشي يعمل mort subite. كيف نعملوا l'autopsie نلقوا عنده une tumeur intraventriculaire. D'accord? Donc c'est un syndrome d'HTIC brutal par blocage brutal de l'écoulement du LCA. Donc pour le syndrome d'HTIC, trois modes évolutifs. Le chronique évoque la bénicité, le subaiguë évoque une tumeur maligne, et le brutal qui est à l'occasion d'une hémorragie intratumorale ou un blocage brutal des voies d'écoulement du LCA. Maintenant, le syndrome brutal, on a hémorragie intratumorale ou un blocage brutal de l'écoulement du LCA. Le syndrome d'HTIC est dû à trois phénomènes. Le volume tumoral, l'œdème, et le troisième élément, obstruction à l'écoulement du LCA. Ces trois éléments peuvent agir de façon isolée ou associée. Une tumeur de la fosse postérieure donne un syndrome d'HTIC par quel mécanisme? Obstruction des voies d'écoulement du LCR. Ce n'est pas par le volume, ce n'est pas par l'œdème, d'accord? C'est par l'obstruction. Un kyste colloïde du V3 qui donne 20% de mort subite, il donne un syndrome d'HTIC par obstruction, d'accord? Une tumeur du plexus choroïde, elle donne un syndrome d'HTIC par quel mécanisme? صحيح. Donc volume tumoral plus hypersécrétion du LCA.
Une métastase, elle donne par quel mécanisme? C'est plutôt l'œdème. Les métastases sont généralement de petite taille, 3 cm, alors que la réaction œdémateuse est très très importante. Moi, qui me choque pour l'imagerie, pour l'IRM, on a les séquences flair qui montrent l'eau-pathologie, par exemple, qui fait passer. Elle peut, le syndrome d'HTIC, bien sûr, avec l'œdème, elle peut donner une myplégie totale, alors que la localisation, elle peut fausser cliniquement, mais sur le plan physiopathe, les métastases sont très œdématogènes, et donc c'est l'œdème qui participe au plus au syndrome d'HTIC. Les tumeurs bénignes, c'est essentiellement par leur volume, d'accord, qu'elles donnent un syndrome d'HTIC. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Ou l'épilepsie. Syndrome irritatif. D'accord, pas de questions?